La plupart des investisseurs en crypto vont se faire massacrer par le fisc lors du prochain bull run, non pas parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas de stratégie fiscale. Et ce, même si tu ne comptes retirer aucun argent du marché crypto et tout laisser en stablecoin. Des répercussions qui peuvent aller jusqu'à plus de 80% de la somme retirée. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo effectivement quelles peuvent être les répercussions à ne pas avoir de stratégie fiscale à la fois sur les impacts psychologiques et du coup de répercussions financières de ton capital et également sur les sanctions. On va voir également forcément le sujet, comme tu le sais, du changement de la résidence fiscale et les meilleures destinations pour opérer tout ça au mieux. Ce que font la plupart des investisseurs, en tout cas ceux qui sont résidents français, soit ils vont essayer de bypass et de se dire « Ah, je retire mais je déclare pas et puis je tente avec des cartes cadeaux, avec des cartes bleues de différentes plateformes ou alors avec différentes combines d'achat de montres ou différents items, etc. Ou alors je laisse tout en stablecoin, ça c'est ce que font la plupart des personnes aujourd'hui. Au final, ils n'ont pas vraiment de stratégie par rapport à ça. Sauf que la réalité, c'est que j'ai notamment un ami qui, moi, avait retiré 300 000 dollars. Et il a dû redonner au fisc parce qu'évidemment, il essayait de passer un peu entre les gouttes d'eau. Il s'est fait rattraper. Il a redonné 80% de la somme. 80%, ça fait 240 000 dollars. Et je te mets un petit calcul jusqu'ici des répercussions en cas de fraude. Ça peut monter jusqu'à plus de 85% de la somme que tu as retirée. Autant te dire que, en fait, dans des mauvaises conditions, ils peuvent littéralement tout te retirer. Et je suis pas sûr qu'ils peuvent pas essayer de te prendre plus que pour le coup ce que tu avais de base retiré. Bref. Donc, effectivement, par rapport à ça, il faut faire gaffe parce que justement, en France, on est les pros du quand c'est pour effectivement régler les problèmes que tu as, débrouille-toi. Par contre, quand c'est pour te prendre ton oseille parce qu'on juge que c'est une position fiscale qui est normale, là, c'est des rois. Donc, si tu es résident fiscal français, je t'invite particulièrement à être extrêmement prévenant, à faire extrêmement gaffe avec toutes les combines qui passent un peu entre les mailles du filet. Parce qu'en plus, maintenant, avec les outils d'IA, etc., je peux te dire qu'ils ne montrent pas tout, ils ne disent pas tout, mais il y a des outils en interne qui commencent vraiment à bombarder. Et plus ça ira, plus ils vont se professionnaliser aussi sur la méthode de tracking par rapport du coup aux différentes plateformes. Je sais que d'ailleurs Binance, normalement, doivent balancer tout l'historique à partir de 2026 officiellement avec le fisc français. Donc faites super gaffe par rapport à ça parce qu'une fois ce sera Binance, après ce sera KuCoin, et etc. de plateformes au fur et à mesure. Donc faites super gaffe. Et en plus de ça, le fait de ne pas avoir de stratégie fiscale. Tu vas dire, je laisse tout en stablecoin, c'est pas grave, je ne suis pas imposé, je laisse en USDT ou en USDC. Sauf que, impact psychologique aussi de la gestion là-dessus, même si tu auras beau le mettre sur une ledger sécurisée à droite à gauche, etc., tu seras extrêmement tenté. Plus ta somme, en fait, elle est grosse à côté à disposition, même si elle est soi-disant sécurisée, mis de côté, etc., plus elle est grosse, plus tu seras tenté de mettre une petite partie de ton capital. Parce que si tu dis, par exemple, je te fais un exemple concret, mais plus gros, un peu exagéré, et j'ai retiré 500 000 ou 1 million, bah, si tu dis, ouais, 50 000, 100 000, ça va, c'est une somme raisonnable. Je peux la tenter et tu auras toujours en fait des tentations émotionnelles, inconscientes, etc. qui vont te pousser à tenter des trucs pendant le marché baissier, pendant les phases où c'est plus calme, etc. où tu vas devoir au final juste entre guillemets, être plutôt en mode défense au niveau de ton capital. Mais si malheureusement, tu n'as pas de stratégie fiscale qui te dit « Ok, j'ai retiré 300 000 et sur ces 300 000, je prends 100 000 que je mets dans la bourse et 100 000 que je mets par exemple en immobilier », en fait, ton capital que tu as à disposition, tu n'as plus que 100 000 à disposition. Donc, tu es tenté de faire des conneries que sur ces 100 000 dollars-là. Alors que si tu te dis, je laisse ces 300 000, bah en fait, tu es tenté de faire des conneries sur ces 300 000 complets. Donc, forcément, la marge d'erreur, elle est beaucoup plus conséquente. Et moi-même, en 2021, j'avais anticipé le top de marché, j'avais retiré des grosses sommes, mais j'étais pas du tout conscient et je me suis fait avoir par le fait à quel point le marché te pousse à la tentation sur tout un tas de bullshit que tu te racontes, tout un tas de stimulation et d'envie de nouvelles opportunités. Et qu'au final, en fait, j'ai dilapidé énormément d'argent sur le chemin jusqu'à la fin du marché baissier. Et pour autant, j'ai quand même anticipé le plus bas du marché baissier publiquement, je l'ai annoncé publiquement. Mais ça ne va pas empêcher de cramer énormément d'une partie, pas tout, mais quand même une très grosse partie de ce capital que j'ai mis de côté et que j'ai cramé entre-temps parce que la tentation d'avoir pas mal de capital à disposition et le fait que je me suis dit, ok, je retire rien alors qu'au final, ça aurait pu largement me servir en plus en perso. J'aurais dû effectivement pas négliger mes besoins de revenus personnels, de matelas de sécurité, etc. Et parce que la fiscalité française est importante, est assez lourde, je me suis dit, oh là là là, horreur de payer 30% au plus, je vais tout laisser en marché crypto, mais ça m'a fait faire énormément de bêtises. Donc oui, la fiscalité française, elle est assez lourde et on va pouvoir faire le point dessus, mais je t'invite vraiment pas à la négliger parce que je te remets le screen. En cas de fraude, si tu ne déclares pas, tu peux payer jusqu'à plus de 85% de la somme
retirer initialement. Et si tu laisses tout ton capital en crypto, tu seras poussé, je te le dis, tu n'as pas vécu dans un marché baissier, tu seras poussé concrètement à faire énormément de bêtises comme on l'a tous fait lors de notre premier marché baissier quand on a fait des grosses sommes. Malheureusement, la meilleure optimisation sur la fiscalité, il n'y a pas de débat, c'est la résidence fiscale. Il n'y a aucun autre débat qui peut pour le coup égaliser cette optimisation, que ce soit en termes de sérénité d'esprit, en fait que ce soit clean et tranquille, parce que justement la rétroaction également du fisc qui peut se rattraper, elle est assez lourde et elle peut justement évoluer par rapport notamment à la France. Et c'est pas parce que tu as de l'immobilier que tu es bloqué, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis en France et que pour toi mentalement, psychologiquement, c'est compliqué de changer ta résidence fiscale que ça l'est forcément. On va le voir justement. Effectivement, en France, on est assez embêté dans le sens où c'est 30% d'imposition. Si tu retires 100 000, tu dois donner du coup 30 000 au fisc. Si tu n'as pas anticipé que tu as retiré 100 000 et tu dis « Ah, je paierai plus tard », tu vas devoir re-retirer. Au final, tu vas faire quoi? Tu vas monter au total à 150 000 de retrait. Et sur ces 150 000, tu auras en gros balancé 50 000 au fisc. Franchement ça pique fort. Sauf que ça, en plus, c'est en particulier. Si imaginons que tu as annuellement 50 000 euros en perso, mais que avec la crypto, tu as retiré 100 000 ou 150 000, c'est beaucoup plus que tes revenus perso. Et donc, parce que c'est beaucoup plus, tu peux être requalifié également en pro. La requalification en pro, globalement, il y a deux gros critères. C'est les outils et la fréquence que tu utilises. Donc, si tu utilises beaucoup de leviers, tu peux être cramé. Si tu fais beaucoup d'opérations, tu peux être cramé. Et également les sommes. Parce que crois-moi que c'était juste au RSA ou juste un petit CDI, etc., mais tu retires des grosses sommes en crypto, si c'est trop déséquilibré, ils vont dire hey, monsieur, vos revenus principaux, c'est la crypto, c'est pas votre taf. Donc, vous passez en pro. Et donc en pro, tu passes déjà jusqu'à en gros 45% de ton imposition, donc quasiment au final la moitié. Tu as retiré 100 000, 200 000, tu dois claquer la moitié au fisc. Et en plus de ça, encore une fois, si tu essayes de bypass, tu peux être rattrapé à plus de 85%. Et le loi de finances de 2025, donc c'est que des débats, mais pour les très gros capitaux, encore une fois, qu'est-ce que ces très gros capitaux? Pareil, entre la partie particulier ou la partie professionnelle, le problème en plus de ça, c'est que tu ne pourras jamais être tranquille d'esprit parce que ça reste arbitraire. Yeah, on adore. Bref, donc en plus ça sera une charge psychologique à avoir si tu essayes de rester à 30% alors qu'au final, tu n'en sais rien. Oui, pareil, loi de finances, il prévoit potentiellement d'augmenter ces 45% si tu es en pro. Donc, c'est des tranches en pro, mais ça peut effectivement monter jusqu'à 45%, ce qui fait quand même quasiment la moitié. Franchement, ça pique fort et ça peut être augmenté par la suite. Sachant qu'encore une fois, la rétroactivité, elle a lieu sur 3 ans plus l'année en cours. C'est-à-dire que si tu retires aujourd'hui, dans 4 ans, tu peux toujours être sanctionné des retraits que tu as fait aujourd'hui si tu ne les as pas déclarés. D'accord? Et souvent, ils attendent. C'est pas parce que tu dis « Ah, c'est bon, c'était il y a 2 ans, ils ne vont pas rattraper ». Souvent, ils rattrapent. Et il faut savoir que pareil, loi de finances, ils commencent potentiellement à parler également d'une rétroactivité de 10 ans. Donc, ce n'est absolument pas officiel. Il n'y a absolument rien d'approuvé. Ça se trouve, ça ne se fera jamais. Mais il faut prendre en compte parce qu'il y a des rumeurs où ça commence à parler de 10 ans de rétroactivité. Binance, il faut savoir que pareil, les plateformes crypto, elles commencent à balancer de plus en plus. Aux dernières nouvelles de ce que j'avais eu moi, c'est Binance qui prévoit de balancer les comptes officiellement au fisc français en 2026. Donc 2026, rétroactivité de 3 ans plus l'année en cours, donc 4 ans, tu fais en compte le calcul, ça fait jusqu'à 2022. Donc c'est à prendre en compte. Et rappel également aussi crucial par rapport à ça, parce que c'est différent dans beaucoup de pays. En France, pour la paperasse, il y a plein de trucs où c'est une vraie misère et je le vois à l'étranger, il y a plein de trucs où c'est pas du tout aussi galère. Par contre, pour le coup, quand il s'agit de récupérer de l'oseille et d'avoir entre guillemets un remboursement de dette, ah là, il faut absolument que ce soit direct et là, on est au taquet et là, on ne loupe rien et on ne te lâche jamais. Donc, faites gaffe aussi par rapport à ça parce qu'en plus de ça, on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures. Et pour rappel, la situation économique de la France, elle est un peu beaucoup catastrophique en ce moment. Donc, faites aussi gaffe à ça dans le sens où, à mon sens, s'ils veulent récupérer de l'oseille et qu'ils voient qu'il y a de l'oseille à récupérer, à mon sens, ils ne vont pas vous louper. Et surtout aujourd'hui, donc vous le savez, pays de la France, bon, on est un peu pas forcément avantagé de ce côté-là, c'est clairement pas le cas dans la plupart des pays, et que surtout, exit tax, aujourd'hui, on n'en a pas. Demain, pour quand? La question se pose. Et combien d'années de rétroactivité sur une potentielle exit tax aussi? Donc même ça se prend en compte. Donc même si aujourd'hui, vous ne voyez pas bouger de résidence fiscale, prenez-le en compte, essayez d'établir au moins une base de stratégie, même si c'est pour dans 2, 3 ans, 4 ans, etc. Si vous avez des enfants, une situation familiale importante, ça se prend en compte. Mais si vous avez juste de l'immobilier, vous êtes juste un investisseur, vous êtes juste en couple et que vous n'avez pas d'enfants, prenez vraiment en urgence la question parce que moi, je le vois, ceux qui ont des situations avec des enfants, c'est beaucoup plus complexe parce que les coûts de la vie, le coût de déplacement, le coût de la visite, le coût de l'installation et le risque aussi de l'erreur. Moi, je suis venu à Bangkok en mode full freestyle. Si aujourd'hui, je me dis dans un an, j'ai envie de partir parce que là, pour le coup, effectivement, je suis en train de faire le TV et je compte, j'ai pris un logement pour 1 an. Donc, normalement, j'espère que le TV il passera, que j'aurai pas de soucis. Mais effectivement, si je juge que j'ai fait une erreur au niveau de ma résidence fiscale et que je vais bouger après,
c'est pas un problème. Tant que je me dis pas, je reviens en résidence fiscale en France, c'est pas un problème. Et ça ne m'empêche pas, à l'occasion également, de revenir en France. Donc ça, c'est une question cruciale par rapport à la résidence fiscale. Et beaucoup de personnes ont juste psychologie first, juste des freins psychologiques par rapport à la résidence fiscale. Parce que oui, effectivement, pour eux, il va falloir effectivement affronter un peu leurs difficultés psychologiques et creuser aussi un peu un sujet qui est pour l'instant en tout cas inconnu, souvent en tout cas mal approfondi pour eux aussi. À partir d'ailleurs, si vous avez une famille et que vous voulez absolument bouger en Thaïlande, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux avoir du coup des professionnels qui sont à disposition, qui peuvent largement vous aider. Je sais qu'il y en a que certains, ils font des accompagnements, ils peuvent vous aider pour toute la partie structuration au niveau des écoles, etc. Ou même si vous n'avez pas forcément d'enfants, de famille, etc., de choses complexes, mais que vous voulez assurer au niveau des visas, au niveau des process, il y a tout un tas de services qui est possible, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Vous m'envoyez un message à propos de la partie fiscale ou de vos besoins. On en parle sur Insta, Antoine Alchimiste, et on pourra voir ça ensemble. Je pourrais vous rediriger, si besoin, avec plaisir, vers des professionnels compétents. Donc pour la résidence fiscale, il y a 3 critères principaux, petite notification des familles. Donc les 3 critères, et d'ailleurs ils sont surtout propres à la France parce que dans beaucoup de pays, c'est absolument pas aussi exigeant et aussi rapace entre guillemets. Par exemple, tu sais qu'en Thaïlande, c'est juste le nombre de jours qui compte. À partir du moment où tu as passé, c'est même pas 183 parce que c'est 6 mois et 1 jour. Ici, c'est même pas 183, c'est 180 jours. Donc il y a moins de 3 jours. Et si tu as passé minimum 180 jours en Thaïlande, en tout cas pour la Thaïlande elle-même, tu es automatiquement considéré comme résident fiscal. Mais il faut juste faire gaffe à ne pas se faire attraper effectivement par la France. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord, pour en tout cas un résident fiscal français, ou si vous êtes dans une autre résidence, d'abord regarder vos propres critères de résidence fiscale et dans un second temps, valider également avec à l'étranger. En général, c'est en général plus souple si vous êtes déjà en Europe pour la plupart des pays. Mais du coup, pour la France, effectivement, il y a 3 critères. Le nombre de jours. Si vous avez passé 6 mois et 1 jour en France, vous êtes grillé. Vous devez passer minimum 6 mois et 1 jour dans une autre résidence pour être tranquille. Veillez à vraiment avoir les 6 mois et 1 jour dans une autre résidence. Même si par exemple la Thaïlande c'est limité à 180, moi je vais vraiment valider les 183 minimum. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis activé au niveau de mon déplacement parce que de base j'étais parti à Maurice. Sauf que je savais qu'on était début juin quand je suis parti. Et que du coup, fin juin, c'est la fin de l'année. Donc, j'aurais fini les 6 mois. Et j'aurais pas eu ces 6 mois plus quelques jours. Donc, c'est pour ça que je voulais bouger rapidement pour vraiment vis-à-vis de la France, vu qu'en fait, les critères ne sont pas ultra binaires. En fait, c'est un jugement qui reste arbitraire. Et vous pouvez le faire considérer comme rattrapage fiscal. En fait, je préférerais vraiment assurer, me dire, OK, la France, ils considèrent que pour eux, c'est 6 mois et 1 jour. Du coup, d'avoir minimum, pour être tranquille, aussi 6 mois et 1 jour dans un autre pays uniquement. Et c'est pour ça que là, je vais absolument rester toute la fin de l'année 2025 parce que je suis arrivé un peu tard et du coup, je n'ai pas beaucoup de jours de battement. Rester du coup toute la fin de l'année en Thaïlande pour être tranquille vis-à-vis du coup du compte du nombre de jours et comptabiliser au maximum ces 6 mois et 1 jour et avoir un peu de marge pour être tranquille au cas où si justement j'ai besoin de bouger, de sortir quelques jours pour valider par exemple le visa. Pour ce qui est du coup, donc premier critère, les 6 mois et 1 jour. Dans certains pays, c'est moins, d'accord, notamment comme Dubaï, etc. Mais il faut quand même avoir une dominance dans le pays en question quand c'est des cas particuliers. Pareil, des fois, il y a des cumulatifs. Des fois, vous pouvez avoir passé X jours cumulés sur 3 ans et c'est valable, ok. Nous, en France, prenons en compte que c'est les 6 mois et 1 jour. Et après, effectivement, c'est du cas par cas. Je vais vous donner, à mon sens, une liste des meilleurs spots à vous expatrier. Et après, le plus simple pour moi, c'est de dégrossir avec ChatGPT. Un premier repère qui t'a validé si effectivement vous avez des gros engagements financiers et des grosses sommes à valider avec un expert. Donc, premier critère, c'est les jours, 6 mois et 1 jour. En tout cas, vis-à-vis de la France et dans la plupart des pays, c'est cette question, ou en tout cas assez proche aussi des 6 mois, 1 jour de résidence dans le pays en question. Le deuxième, c'est vos revenus économiques. Donc, c'est vraiment un ensemble de 3 critères. Le deuxième, c'est votre revenu économique. Donc, c'est où est-ce que, par exemple, vous générez vos revenus. Si c'est l'immobilier et que vos revenus tombent sur votre compte perso, vous êtes du coup fiscalisé, vos revenus, en tout cas, sont considérés venant de la source de votre immobilier. Si c'est une entreprise, ça dépend de la provenance de l'entreprise, où est-ce qu'elle a été créée, où est-ce qu'elle réside l'entreprise en elle-même. Si vous ne vous payez pas avec l'entreprise, ce n'est pas valable. Par contre, si vous payez avec l'entreprise ou même que vous avez d'autres revenus en perso, par exemple si vous avez une micro, etc., vous êtes considéré de là où est entre guillemets votre micro-entreprise également en termes de résidence. Donc, c'est vraiment lié au pays de la source du coût du revenu. Donc, si vous avez créé une entreprise par exemple aux USA ou en Thaïlande ou je ne sais où à Hong Kong, eh bien en fait, vos revenus sont considérés comme provenant de là où provient également votre entreprise, là où est basée votre entreprise. Ok. Donc ça, c'est important. Votre source de revenus, d'où elle provient. Si elle provient de la France ou pas. Comme je vous dis, par exemple, la Thaïlande, eux, ils ne regardent même pas ça. C'est juste le nombre de jours et c'est validé. Mais effectivement, par rapport à la France, il faut vraiment le prendre en compte. Et toujours pour la France, qu'on adore tant, c'est effectivement le lieu du foyer, le lieu de votre famille. Si malheureusement, vous avez une famille, des enfants, un mari, etc., vous ne pouvez pas vous dire juste
je pars même si je ne suis pas divorcé, etc., et que c'est toujours ma famille. Même si vous êtes divorcé, je pense qu'il y a des trucs qui se prennent en compte à valider. C'est des cas particuliers. Mais même si du coup vous avez une famille et que vous voulez vous bouger de résidence fiscale et passer même 9 mois de l'année dans un autre pays, etc., s'ils considèrent que vous êtes toujours votre foyer qui est resté en France, vous pouvez être rattrapé juste parce que vous êtes foyer. Même si vos intérêts économiques, ils sont partis et que vous avez passé plus de jours du coup à l'étranger. Donc faites gaffe à ça. Je ne sais pas comment sont gérées la balance exacte, la pondération en fait de force des trois, mais prenez-le vraiment en compte et essayez au maximum, en tout cas, de valider pour les trois pour être tranquille. Donc c'est vraiment le nombre de jours, donc 183 jours minimum. Or, dans la France, dans un pays en particulier, vos revenus économiques, d'où est-ce qu'ils proviennent et également la question de votre foyer. Maintenant que tu sais comment valider ta résidence fiscale, la question c'est « Ok, maintenant Antoine, on va où ?» Ça va dépendre de toi et il va y avoir plusieurs critères que je vais te donner qui sont assez personnels. Je vais partager un petit peu moi pourquoi je suis déjà allé dans un premier temps à Maurice, ensuite la Thaïlande, quels sont les avantages de la Thaïlande. Mais en fait, tu vas devoir en gros cibler 2-3 destinations et vraiment focus ta recherche sur 2-3 destinations qui te paraissent pertinentes. Attention aux vidéos YouTube parce qu'on met souvent en avant les avantages et pas forcément tous les inconvénients. Prendre le retour d'expérience de personnes, ça peut être plus pertinent en général, je pense, que des vidéos YouTube, en tout cas de moi l'expérience que j'en ai fait. Et après, l'idéal, c'est d'aller visiter sur place. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré creuser comme un bourrin. Même la Thaïlande, là, au final, tester et puis je verrai pour la résidence fiscale. De base, je ne voulais pas forcément valider ma résidence fiscale pour le coup de base en Thaïlande. Et au final, je vais le faire parce que la résidence fiscale est beaucoup, vraiment, vraiment très intéressante. Et ça, je l'ai validé, je l'ai prévalidé en tout cas avant de partir en Thaïlande. Et c'est pour ça que j'étais arrivé du coup à Maurice en début juin et que je suis parti fast parce que je me suis dit ok, c'est intéressant de valider la résidence fiscale pour le coup en Thaïlande. Donc forcément, le premier critère, c'est l'imposition en crypto. À combien sur la crypto t'es imposé, sachant qu'il y a à la fois l'imposition en tant que particulier et l'imposition en tant que professionnel. Donc ça se complique un petit peu. Si tu n'as pas des énormes revenus dans un premier temps, c'est pas trop gênant, mais si tu vas faire des gros revenus avec ton activité principale, et il faut se prendre en compte effectivement que tu ne sois pas rebasculé dans la partie professionnelle. Si après tu as moins de revenus que ton activité professionnelle, ça devrait être moins gênant. Mais du coup, forcément, premier critère, je te fais un récap à la fin. Revenu sur l'imposition crypto. Deuxième critère, revenu sur l'imposition professionnelle. Et c'est pour ça que la Thaïlande, là, ils viennent de passer du coup à 0% pendant 5 ans sur la crypto. Mais sur les revenus pro, il suffit de faire une entreprise qui soit hors du coup Thaïlande. Et tant que les revenus ne sont pas rapatriés en Thaïlande, tu ne suis pas imposé. Donc en gros, je suis imposé que sur les revenus qui sont rapatriés en Thaïlande. Sachant que le coût de la vie, on va y venir juste après, c'est très intéressant. Donc imposition crypto, imposition sur tes revenus professionnels. Tu as également les visas. Les visas, pareil, Thaïlande. Aujourd'hui, tu as des visas directs en plus avec la France, tu n'as pas forcément besoin de les demander, ils te les donnent directement, gratuitement. Ça varie entre 60 jours et 30 jours, extensible un mois en plus derrière. Donc en gros, si tu as 60 jours, tu peux faire direct 3 mois et tu peux le renouveler aussi avec les visas run, etc. Mais le plus simple, c'est faire le plus tôt possible, à mon sens, le DTV, qui est un visa pour le coup de 5 ans. Et directement, en fait, tu as 5 ans pour 300 balles. Donc, la seule contrainte, c'est d'avoir 15 000 € de côté. Mais c'est pas, tu les payes, c'est juste tu les as à côté sur un compte. Je sais que même ça, il y en a qui magouillent un peu, etc. Évidemment, je t'invite à faire les choses carrées si tu veux effectivement venir prendre ta résidence fiscale en Thaïlande. Mais en tout cas, à mon sens, c'est une très très bonne destination au vu de tous les critères, surtout également pour l'imposition et le coût de la vie et les visas, etc. C'est très accessible. Et pareil, du coup, dernier critère, donc revenu, fiscalité crypto, fiscalité professionnelle, les visas également, à la fois le coût, l'accessibilité, le renouvellement, la durée, etc. Là, c'est 5 ans pour quasiment rien du tout et très peu de contraintes, donc c'est très intéressant. Et le mode de vie. Mode de vie, je te l'avais dit, moi de base, je suis parti à Maurice. Pourquoi? Parce que notamment, ça parlait francophone. Là, forcément, en Thaïlande, la francophonie, ça parle beaucoup moins francophone, mais je sais que je voulais aussi apprendre l'anglais et qu'en vrai, je me dis, si je vais maintenant, en fait, c'est un peu un timing assez idéal pour moi. J'ai pas encore d'enfants, je suis moins casé, etc. Et plus ça ira, plus ça pourrait être contraignant aussi pour moi de bouger, de me forcer dans un pays où ça parle anglais et d'apprendre aussi l'anglais. Donc c'était une grosse opportunité, mine de rien, mais je tiens toujours à connecter avec la communauté francophone, donc je vais voir aussi ce que je fais sur Bangkok. C'est pour ça que j'ai choisi aussi Bangkok, parce que c'est assez central et qu'il y a pas mal de business. Mais du coup, effectivement, imposition crypto, imposition professionnelle, le visa et le mode de vie, que ce soit le coût de la vie, la langue qui parle, la culture, parce que je sais que des fois, certaines personnes peuvent avoir également du mal avec la partie culturelle quand il y a beaucoup de changements. Donc ça va prendre en compte. Donc je te mets un récap des différents critères qu'il faut absolument que tu regardes et que tu prennes en considération, même si c'est des critères qui sont complémentaires et sont plus que cruciaux. N'hésite pas à venir sur Instagram Antoine Alchimiste si tu as besoin. Si je peux t'aider, que tu as des questions, c'est avec grand plaisir. Et je te donne du coup un récap des destinations, à mon sens, les plus intéressantes du coup sur la crypto avec effectivement les éléments qui sont complémentaires, qui sont à mon sens
particulièrement pertinentes. De toute façon, pour chacune, je vais te donner un premier récap de débrief. Et à chaque fois, je te laisserai creuser aussi par toi-même. N'hésite pas à échanger si besoin. On verra si effectivement on approfondit par la suite le sujet de la fiscalité. J'ai un retour du soleil là en direct live qui est en train de faire son apparition. Et du coup, pour ce qui est déjà des sujets où ça parle vraiment beaucoup francophone ou même déjà en Europe, sachant que déjà dans les autres destinations, même là je le vois, alors après je suis à Bangkok donc c'est quand même assez concentré en termes de population, mais mine de rien il y a quand même beaucoup de francophones aussi. Donc même dans les destinations qui ne sont pas forcément ultra francophones, en vrai tu peux quand même trouver pas mal de francophones aussi, mine de rien. Pour ce qui est du coup de l'Europe, à mon sens les meilleures destinations éventuelles, c'est Malte, Géorgie, Suisse et Portugal. Pour le coup, on a différents avantages, inconvénients. L'avantage, par exemple, de la Suisse, c'est que là, tu as beaucoup de francophones. Tu as une partie francophone avec une partie notamment allemande, etc. Donc là, c'est un peu particulier, mais effectivement, ça reste assez intéressant. L'inconvénient, par exemple, de la Suisse, c'est que le coût de la vie est plus élevé. Tu vas avoir également, d'un point de vue purement imposition crypto également, mais moins intéressante sur les autres critères, c'est également l'Allemagne, où je crois que c'est comme le Portugal. Au bout d'un an de détention, tu es imposé à 0% en tout cas en perso sur les cryptos. Petit aparté aussi, tu as aussi l'Andorre qui est effectivement à la frontière espagnole. C'est un petit peu moins avantageux sur les pourcentages, tu es à 10% globalement sur la partie crypto, mais ça reste assez avantageux sur pas mal de critères, donc si jamais l'Andorre que tu peux également considérer. Si on prend un peu un mood aussi, garder un peu dans l'Europe ou en tout cas connexion avec les francophones, tu vas voir l'île Maurice. J'y suis allé, il y a énormément de Français et de francophones. Le seul truc, c'est que niveau géographique, tu es vraiment coupé du monde et que beaucoup de personnes qui y vont sont vraiment en mode chill, vacances, etc. Donc, si tu as vraiment pour faire beaucoup de connexions, beaucoup de business, etc., ça peut être assez limité. Mais le cadre est assez sympa et imposition, effectivement, c'est très intéressant. Pour les visas, ça reste accessible, même si à mon sens, le gouvernement ne va pas forcément dans la bonne direction, mais ça reste pour une personne qui veut du francophone, effectivement, il y a quand même une bonne destination. Et les bonnes destinations qui sont francophones, il n'y en a pas 40 000. Et pour ce qui est du reste hors Europe, j'ai déjà commencé à citer Maurice. Mais globalement, toutes les destinations les plus intéressantes, elles sont dans cette liste. Tu peux avoir des cas particuliers, mais globalement, elles sont toutes là. Donc, on a dit Maurice, même si c'est un peu plus coûteux que les 4 destinations que je vais te donner. Là, pour le coup, on a également Panama, donc pour le coup de l'autre côté. Et du côté Asie, on a Malaisie, Thaïlande et Indonésie. Par exemple, tu as différents cas particuliers, c'est pour ça que c'est vraiment avoir après à peaufiner au cas par cas. Mais par exemple, la Malaisie est moins chère en termes de coût de la vie que la Thaïlande, mais du coup moins cher, moins de pouvoir d'achat aussi. Donc il y a vraiment des avantages, inconvénients. Pour le coup, moi, je te le dis, la Thaïlande là actuellement, au vu surtout des 5 ans qui viennent de passer, c'est littéralement avec tous les différents critères une des littéralement meilleures destinations en termes de fiscalité. C'est absolument insane. Et vu qu'en fait, ça reste un peu une zone grise et que la partie crypto est assez récente, en fait, elle est jugée comme moins intéressante dans pas mal de comparatifs. Mais en vrai, c'est juste game changer, trop puissant. Donc ça, c'est pour les coûts de la vie assez accessibles hors Europe. Et après, j'en ai 3 qui sont beaucoup plus coûteuses en termes de coût de la vie, mais forcément qui ont d'autres également avantages. On a forcément Dubaï. Dubaï, franchement, immanquable. Forcément, il y a un peu moins de nature. Forcément, le coût de la vie est plus cher, mais il y a énormément d'avantages. Et surtout, ceux qui aiment la partie francophone, je sais qu'il y a quand même pas mal de francophones à Dubaï. Je ne suis pas encore allé, mais forcément, je prévois quelques projets à l'occasion. Donc pas forcément en 2025, parce que tu l'as vu, je suis bloqué pour valider ma résidence fiscale pour l'instant. Mais 2026, c'est prévu, en tout cas au moins de passage dans tous les cas. Et puis après, j'aviserai dans un second temps. Et du coup, pour l'imposition crypto, toujours avec les critères qui sont intéressants, on a Hong Kong et Singapour. Singapour, il me fait de l'œil. En vrai, Singapour, il me fait vraiment de l'œil. J'aimerais bien aussi aller checker, donc pas en 2025, mais pareil 2026. Juste pour voir ce que ça donne. L'avantage, c'est qu'en fait, pareil, en Asie, on se dit oui, mais culturellement, c'est compliqué, etc. La réalité, c'est que tous parlent anglais, en fait. Toute la partie business, ils parlent principalement anglais. Alors, évidemment, tu as un pays où ils ne parlent pas forcément que anglais d'un point de vue business, et puis c'est beaucoup de bouche à oreille. Mais globalement, en fait, si tu apprends l'anglais, que tu fais comme moi, par exemple, même sur le tas, bah, en fait, c'est OK parce que ça parle naturellement anglais pour tout ce qui est la partie business, et donc c'est vraiment extrêmement présent. Donc, l'essentiel avec ces destinations, c'est que vraiment, tu en focuses une ou deux et que tu pousses vraiment les recherches, quitte, comme je te l'ai dit dans l'idéal, à aller carrément la visiter, à prendre des informations avec des expatriés qui sont sur place et qui ont optimisé directement sur place ou qui ont déjà vécu pas mal de temps également sur place. Donc, les critères principaux, surtout ne pas négliger ta stratégie fiscale le plus tôt possible, même si c'est pour dans 2-3 ans, etc. Même si effectivement tu as plus de complexité, si tu as une famille, etc. N'hésite pas à m'envoyer, je pourrais te rediriger vers des professionnels. Si tu veux, tu m'envoies un message directement sur Instagram.
pour effectivement t'aider à éclaircir tout ça. Mais ne négligez vraiment pas votre stratégie fiscale. C'est comme sur le marché crypto. Si malheureusement, tu n'as pas de stratégie, c'est pas quand tu auras fait des gros gains, tu vas te dire « Ah, je vais mettre une stratégie de profit ». Non, le plus dur, c'est de vendre. Ben, c'est pareil avec la fiscalité crypto. Ça sera de l'optimiser. Le jour où elle arrive, il faut que ce soit prévu en avance. Donc, même si c'est pour dans 2 ans, 3 ans, etc., tu n'as pas encore énormément de fonds crypto, je t'invite vraiment à mettre une stratégie fiscale concrète et solide en place avec effectivement potentiellement prendre en compte cette notion de résidence fiscale. Donc, les 3 critères principaux, le nombre de jours de résidence, les revenus, de la provenance des revenus et le foyer fiscal, en tout cas si tu es résident français, c'est les 3 principaux à prendre en compte. Et dans les sujets on va dire de choix de destination, comme je t'ai dit, pour moi, c'est fiscalité crypto. Donc, tu as à la fois en particulier ou en professionnel en fonction de la quantité de tes revenus et le reste de tes revenus que tu as à côté. Donc, fiscalité crypto, fiscalité professionnelle de ton entreprise, par exemple. Et tu as également les visas et le mode de vie. Ça va être vraiment du cas par cas, pour ça que je t'invite vraiment à focus une destination en particulier. Si tu as besoin, tu m'envoies un message sur Instagram et on en parle avec plaisir. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner et à mettre des questions complémentaires en commentaire. Je répondrai pour le coup avec grand plaisir, mais ne négligez vraiment pas cette stratégie fiscale parce que le jour où vous vous rendez compte que c'est une bêtise de la négliger, il sera trop tard et vous aurez cramé de l'argent comme moi je l'ai négligé lors de mon premier cycle et comme notamment ce que je disais, l'exemple d'un ami qui a retiré 300 000 et qui a dû redonner 240 000 et ça peut être pire, on l'a vu. Donc je vous mets tout ça en récap. On se retrouve du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et à poser des questions en commentaire si besoin complémentaire. Je ferai au mieux pour vous aider. À très vite et ne négligez pas cette stratégie fiscale.